Bon, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par cette introduction à la session de cet après-midi. Et comme c'est écrit dans le titre, donc je vais parler d'abord des télomères pour rappeler la structure, la fonction des télomères et faire le lien ensuite aux pathologies liées à un dysfonctionnement télomérique. Donc, les télomères sont des structures que vous pouvez voir ici, au bout de chaque extrémité chromosomique, qui sont les structures nucléoprotéiques. C'est l'ADN qui est non codant et le rôle de ces structures, c'est de protéger les extrémités des chromosomes des phénomènes de dégradation et des phénomènes de la recombinaison. En fait, la structure linéaire des chromosomes, notamment les chromosomes humains, elle n'est pas tout à fait naturelle. En fait, les chromosomes essayent toujours de se mettre de fusionner par les extrémités. Et donc, le rôle de télomère, c'est de maintenir cette linéarité des chromosomes grâce à ces séquences répétitives. Protéines du complexe schilterine, donc qui entoure ces séquences. Pourquoi les télomères sont les talons Achille des chromosomes? Parce qu'en fait, il existe un problème de la réplication des extrémités de l'ADN. Et donc, la première fois, ça a été remarqué par un exemple un peu anecdotique. Quand vous êtes dans le métro, vous voyez que le train s'arrête toujours avant le tunnel. Donc, en fait, si on imagine que le train, c'est la polymérase, ADN polymérase, les rails, c'est l'ADN, ça veut dire qu'à chaque division, à chaque réplication d'ADN, la télomérase va s'arrêter avant la fin du chromosome. En réalité, bien sûr, c'est un peu plus complexe, mais en fait, l'initiation de la réplication nécessite des amorces ARN qui sont ensuite dégradées. Donc là, vous voyez, donc elles sont désignées par la lettre R. Et donc, en fait, ces amorces, la dernière amorce, elle ne peut pas s'accrocher dans le vide pour combler complètement la réplication. Donc, en fait, l'élimination de cette amorce laisse une région non copiée. Et donc, à chaque division cellulaire, il y a une perte des séquences d'ADN télomérique. Bon, après, on peut toujours dire que ce ne sont pas les séquences codantes, c'est une espèce de tampon, donc à chaque division, on en perd, mais ce n'est pas grave. Mais finalement, la taille très courte des télomères envoie un signal au système de réparation d'ADN, au système à la machinerie du cycle cellulaire. Et en fait, ça induit un arrêt de cycle cellulaire, la sénescence et parfois l'apoptose de cellules. En fait, l'ADN télomérique a une structure assez particulière, justement, qui est liée à cette partie d'ADN simple brun qui s'appelle overhang en anglais. Et donc, en fait, cette structure, en fait, ressemble beaucoup, cette extrémité chromosomique ressemble beaucoup à une cassure d'ADN double brun. Donc, en fait, au niveau des télomères, il y a un système d'architecture et un système de maintien qui est assez complexe et qui, en fait, qui essaie de dissimuler cette cassure d'ADN double brun, essayer de la protéger du système de réparation d'ADN, parce que c'est là où ça peut donner une fusion de deux chromosomes. Donc, déjà, il y a une structure qui est assez intéressante par rapport au télomère. Donc, en fait, c'est la boucle télomérique. En fait, la partie 3', la partie simple brun,
il est caché à l'intérieur de l'ADN double brin. En fait, donc l'ADN double brin s'ouvre et accueillit cette extrémité simple brin. Donc, c'est pour justement masquer l'ADN télomérique. Et puis ensuite, pour cette structure, il faut la participation justement du complexe sheltérine pour mettre cette boucle en place et également pour inhiber le système de réparation cellulaire. Donc là, je vais peut-être passer plus vite. Juste les fonctions de ce complexe. Parce qu'en fait, les gènes, les protéines qui codent pour les membres du complexe sheltérine, on verra plus tard, ils peuvent aussi être impliqués, les mutations de ces gènes peuvent être impliquées dans les maladies télomériques ou les téloméropathies. Donc, la fonction de ce complexe, c'est de protéger les extrémités, inhiber la réponse au dommage à l'ADN et puis réguler justement le maintien des télomères par différents mécanismes, notamment par la télomérase. Donc, pour aller plus vite, donc là, vous avez les trois membres du complexe sheltérine qui se fixent sur l'ADN, TRF1 et TRF2 sur l'ADN double brin et POT1 sur l'ADN simple brin. Donc, ils jouent le rôle dans la réplication des télomères, l'inhibition de la réponse aux dommages d'ADN et et il y a d'autres protéines qui sont justement qui facilitent le recrutement de la télomérase. Après, RAP1 qui est aussi impliqué dans notamment dans l'inhibition de la réparation de l'ADN de type recombinaison homologue, et puis la protéine TIN2 qui régule la cohésion du complexe, de ce complexe de 6 protéines. Donc, on a j'ai déjà mentionné la télomérase. En fait, le raccourcissement des télomères peut être contrecarré par une activité enzymatique dans certaines cellules. Et ce complexe, c'est le complexe de la télomérase, et qui consiste en 2 unités, une enzyme, une reverse transcriptase, HTERT, ou TERT tout simplement, et puis la matrice HTERT, qui contient une amorce d'ARN non codant, qui sert la matrice pour la reverse transcription. Donc, en fait, ce que télomérase est capable de faire, c'est justement synthétiser au niveau du brin, au niveau de l'ADN simple brin 3', rajouter les nucléotides à ce brin et allonger ainsi ce brin de l'ADN télomérique. Voilà, donc là, vous voyez l'élongation du brin, qui est le brin 3', G riche. Donc, le rôle physiologique de la télomérase est le renouvellement de cellules progénitrices, et notamment les cellules qui se divisent beaucoup, pour protéger les télomères d'un raccourcissement excessif. Mais non seulement donc, la télomérase est importante, mais en fait, l'assemblage de la télomérase est assez complexe et ça nécessite notamment de protéines comme HSP90, P23. Donc, vous voyez, donc, en fait, HTERT s'associe d'abord à ces protéines. Après, il y a les facteurs comme la disquirine, donc on va voir tout à l'heure. Association avec HTERT, avec la matrice
interaction, donc relocalisation au niveau de la noyau de la télomérase dans les cours de Cajal, maturation, et puis ensuite le regroupement de la télomérase via une protéine du complexe schilterine, et puis ensuite, donc en phase S, à la suite de la réplication télomère, donc il y a une élongation de l'ADN télomérique. Après cette élongation, il faut arrêter la télomérase et puis faire la réplication, répliquer le brin complémentaire. Et donc, en fait, il y a un complexe qui va se fixer sur l'extrémité 3', bloquer la télomérase, inhiber l'action de protéines schilterines et puis promouvoir la synthèse complémentaire en brin riche en C, cette fois-ci, donc c'est le brin 5', donc, qui est réalisé par une ADN polymérase. Il y a également un autre mécanisme d'élongation des télomères par la voie qui s'appelle alternative. Et donc, cette voie alternative est plutôt basée sur une sorte d'échange entre les télomères qui sont longs, ce qu'on peut voir ici. Et en fait, c'est un mécanisme qui est basé sur une sorte de recombinaison homologue basée sur l'homologie des séquences télomériques. Et parfois aussi, il y a un ADN télomérique extra-chromosomique, et donc en fait, il peut aussi être la matrice pour régénérer les télomères. Mais ce mécanisme, il est beaucoup moins fréquent. On le décrit dans certaines cellules, dans les cellules souches ou dans les cellules tumorales parfois, mais c'est un mécanisme minoritaire. Donc là, le mécanisme majoritaire, c'est la télomérase. Comment ça se passe au cours de la vie, en fin de compte, au niveau des télomères? Donc là, on a fini cette partie qui avait pour objectif de montrer la complexité du système. Et donc, vous avez vu qu'il y a toute une constellation de protéines et des gènes, en conséquence, qui sont responsables, qui sont impliqués dans le maintien, dans la régulation des télomères, pour qu'ils puissent réaliser leurs fonctions de façon optimale. Donc là, vous voyez ce qui se passe au niveau de la longueur télomérique lors du développement et puis après dans la vie adulte. Donc au début, il y a une sorte de reprogrammation de la longueur télomérique parce qu'en fin de compte, il y a une longueur télomérique, une taille définie dans les cellules germinales, ensuite donc dans le zygote. Et puis là, il y a justement le mécanisme ALT. Bon, en tout cas, ce qui est supposé, que ce mécanisme ALT est actif dans la période de la segmentation jusqu'à blastocyste. Et puis après, la télomérase prend le relais et la taille télomérique augmente. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un établissement d'une taille de télomère pendant la période fœtale. Et puis ensuite, avec les cellules adultes, donc qui se différencient, et donc en fait, dans la plupart des cellules somatiques, il n'y a plus d'expression de télomérase, donc il n'y a plus de système de maintien de télomère, sauf certaines cellules souches qui gardent une activité modérée de télomérase. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, avec l'âge, avec les divisions cellulaires qui continuent, donc là, par contre, il y a une perte de séquences télomériques. Et donc là, vous pouvez voir que dans différentes populations, il y a une perte qui est assez similaire. Et en fait, si on commence la vie avec, disons, donc là, sur ces graphes, il n'y a pas de période d'enfance, mais a priori, on commence la vie avec les télomères qui sont en moyenne de 10 kb. Et donc,
à l'âge de 90, 100 ans. Donc, on est à 5 kb. Donc, en fait, pendant la vie, on a perdu la moitié de nos séquences télomériques. Mais tout ça, c'est en moyenne. Est-ce que c'est différent selon le tissu? Donc, il y avait une étude qui s'appelle GTEx sur les donneurs qui sont décédés, bien sûr, parce qu'en fait, ils ont pris les échantillons qu'on peut voir ici dans les différents tissus. Et en fait, la longueur de télomère dans les différents tissus, il n'est pas si différent que ça, en tout cas, pour un individu. Donc, il est corrélé. Et puis, la vitesse de raccourcissement, par contre, avec l'âge, elle est un petit peu différente, comme vous pouvez voir sur le graphe qui est en bas à droite. Et là, le souris ne réagit pas très bien. Donc, voilà, donc il y a un taux quand même variable, il y a une hétérogénéité, parce qu'en fait, il y a des déterminants de la longueur télomérique. Donc, les déterminants génétiques, en fait, la taille de télomère est héritée, parce qu'en fin de compte, ça dépend de la longueur de télomère dans le zygote. En fait, on hérite de nos parents leur longueur de télomère, notamment de leurs cellules germinales. Et puis, génétiquement aussi, il peut y avoir pas les mutations, mais en tout cas les variations dans les gènes, dans tous les gènes qu'on a vus tout à l'heure, qui sont impliqués dans le fonction, dans le maintien télomérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la base, et en fait, ça explique à peu près plus de 60% de variations entre les individus. En fait, donc, c'est l'héritage de nos télomères en ce qui concerne leur longueur et même la vitesse de raccourcissement au cours de la vie. Aussi, il est déterminé en partie par cette taille initiale. Ensuite, les autres facteurs, c'est bien sûr le vieillissement, le taux de division de renouvellement cellulaire qui est différent entre les tissus, c'est ce qui explique les différences de taille qui s'installent petit à petit dans les différents tissus. Et puis, l'efficacité de la maintenance des télomères, est-ce que le télomérase est exprimé correctement ou pas, parce qu'il doit être quand même maintenir les télomères dans certaines populations cellulaires. Et puis, il y a tout ce qui est externe à l'environnement, donc on a le tabac, pollution, radiation, tout ce qui induit les dommages à l'ADN, parce qu'en fait, ça induit les dommages dans l'ADN télomérique également. Mode de vie, pas l'exercice, l'obésité, c'est un facteur de raccourcissement de télomères, l'inflammation également. Donc, en fait, si on arrive à cette dynamique de télomères selon l'âge, en fait, ce qu'on peut voir ici, qu'un raccourcissement modéré des télomères est associé à certaines maladies, comme des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'ostéoporose, la maladie d'Alzheimer. Mais en fait, ce raccourcissement, donc, il est détecté par les études épidémiologiques, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application clinique parce qu'en fin de compte, la taille de télomère, vous avez vu, tous les facteurs qui peuvent jouer sur la taille de télomère. Donc, pour l'instant, la relation cause-effet n'est pas tout à fait établie dans ces maladies. Par contre, plus bas, vous avez cette partie bleue, et là, on a un raccourcissement de télomère qui est vraiment très, très fort. Donc, en fait, par rapport à toute la population, donc c'est un raccourcissement jusqu'à premier percentile de la distribution. Et donc là, on retrouve les situations, les pathologies qui sont associées
avec un défaut de maintenance du télomère. Donc, en fait, c'est là où on trouve les mutations de gènes qui codent pour les protéines de maintenance du télomère. Et là, on retrouve tous les syndromes qui font l'objet, en fait, de cette partie de la journée scientifique. Et donc là, vous voyez, donc en fait, il y a la dyskératose congénitale avec ces deux formes un peu plus, beaucoup plus sévères, comme Rall-Erderson et le syndrome de Levès. Et puis, vous avez le fibrose pulmonaire, maladie, affection du foie, et puis tout ce qui est moelle osseuse avec l'anémie aplasique et les syndromes mélodysplasiques. Donc, je vais peut-être pas détailler, bien sûr, toutes ces maladies, parce qu'on verra en fonction des organes affectés, on verra d'autres présentations cet après-midi. Juste pour vous donner une idée, donc en fait, la dyskératose congénitale, maladie génétique rare, incidence 1 sur 1 million. Les mutations qui sont impliquées, c'est la mutation de dyskérine, c'est la protéine qui stabilise le complexe de la télomérase qu'on a vu tout à l'heure pendant l'assemblage de la télomérase. Donc, en fait, c'est la première mutation qui a été liée à ces pathologies avec les télomères extrêmement courts. Donc, en 99, et puis un peu plus tard, les mutations de TERT et TERT ont été identifiées dans les années 2000. Sur le plan clinique, donc en fait, c'est une maladie qui commence à l'âge en moyenne de 10 ans. Donc en fait, il y a une triade diagnostique clinique avec les pigmentations. Donc il y a des symptômes cutanés au niveau des muqueuses et puis au niveau des ongles. Et puis un peu plus tard dans la vie, il arrive dans l'ordre aplasie médulaire, fibrose pulmonaire, hépatique, et puis également, toutes ces maladies sont associées avec un risque accru de cancer. Donc, ça ne veut pas dire que tous les patients vont avoir tous les symptômes et toutes les manifestations de cette maladie. Parce qu'en fait, ces maladies maintenant ont été associées par les études avec les mutations de plusieurs gènes. Donc, en fait, la manifestation clinique est variable. Mais ce qui est intéressant, donc là, ce qu'on peut voir dans ce tableau, que si j'arrive à... Non. Ce qu'on peut voir, qu'en fait, la même maladie peut être provoquée par les mutations des gènes différents, exactement avec la même clinique. Peut-être il y a des petites différences avec ces formes plus sévères qui arrivent très tôt dans la vie. Et puis, en fait, tout ce qui caractérise les gènes, ce sont les gènes qui codent pour la télomérase ou pour les partenaires de la télomérase. Et donc, en fait, ces téloméropathies, on les appelle primaires, parce qu'en fin de compte, il y a des téloméropathies secondaires qui sont liées à des mutations de gènes de réparation d'ADN. Parce qu'en fait, les gènes de réparation d'ADN, les protéines, sont aussi impliqués dans le maintien de télomères. Donc, diapositive peut-être un peu trop chargé, mais en fait, ce qu'on peut voir dans cette histoire naturelle, que en fait, chaque syndrome, chaque pathologie des télomères a des signes cliniques, les manifestations cliniques assez caractéristiques. Et en fait, vous voyez que les syndromes d'enfance, comme Oral Erdarson, donc il y a une pathologie de cervelet, l'immunodéficience,
il y a même les signes prénataux, en fin de compte, il y a un retard de croissance en prénatal. Ensuite, au niveau du syndrome de Revez, donc il y a une rétinopathie qui est assez caractéristique. La dyskératose congénitale donc, arrive un peu plus tard dans la vie avec ces symptômes cutanés qu'on a vus, et puis ça commence plutôt pour après. Les patients vont avoir une insuffisance médulaire. Et puis, vous voyez qu'il y a des syndromes qui arrivent plus tard, notamment donc, au niveau du foie et au niveau du poumon, donc en fait la fibrose pulmonaire. La pénétrance de toutes ces mutations, de tous ces gènes qu'on a vus, en fait, la pénétrance est variable. Et les mêmes mutations, parfois, se manifestent plus tôt ou plus tard avec un phénotype qui peut être plus ou moins grave, mais il y a quand même une anticipation génétique, c'est-à-dire qu'au sein d'une famille, les générations suivantes vont avoir peut-être des manifestations plus précoces. Parce que, comme on avait dit, que la longueur télomère est aussi héritée. Donc, il se transmet entre les générations. Et en fait, les manifestations cliniques sont aussi dépendantes de la gravité de l'érosion télomérique et de la vitesse de cette perte de séquence télomérique. Donc, en fait, c'est assez compliqué de faire l'analyse de famille, parce qu'en fait, on peut avoir toutes ces variables dans cette expression, parce qu'en fait, regardez ici, c'est juste un exemple. Vous voyez le cancer du foie dans la première génération, donc qui arrive à l'âge plus ou moins jeune. Et puis après, on a le fibrose pulmonaire, donc qui est dans la même famille. Donc, il y a une aplasie médulaire qu'on retrouve également. On a une mutation de TERT, hétérozygote, parce qu'en fait, la transmission est plutôt autosomique dominante pour TERT. Au niveau de la dyskérine, donc c'est lié à l'X récessive. Et donc là, ce qu'on peut voir aussi, certains cas asymptomatiques avec porteurs de mutation, avec les télomères courts et sans manifestation clinique. Et puis, je voulais juste, peut-être pour terminer, dire quelques mots sur les téloméropathies secondaires. En fait, les mutations dans les gènes impliqués dans la réparation de l'ADN ou de la structure cellulaire, comme les lamines qu'on a vu ce matin, en fait, ça peut être aussi, les mutations dans ces gènes peuvent également provoquer les symptômes, les syndromes qui se chevauchent au niveau du phénotype avec les téloméropathies primaires. Donc, il y a les signes comme les cheveux blancs prématurés, donc les signes de vieillissement précoce. Et puis, l'immunodéficience, le risque de cancer. Et il y a également d'autres symptômes qui sont corrélés à cette perte de séquence télomérique. Donc, je vais peut-être passer, je vais peut-être finir par parler une possibilité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de traitement pour ces affections, mais en fait, il a été remarqué que si on dope, si on puisse stimuler
l'expression de la télomérase, en fait, ça peut diminuer la perte des télomères, même dans les cellules porteuses de mutations. Et un androgène de synthèse, par exemple danazol, qui a été... donc, on sait que sur le promoteur de TER, molécule qui stimule l'expression, qui augmente l'expression du gène. Et en fait, ça a été utilisé comme un traitement pendant 24 mois pour tout un groupe de patients qui avaient de différentes affections, donc les mutations de gènes télomérase, mais également les mutations de gènes de la réparation d'ADN. Et on pouvait, par cet effet d'augmentation d'expression de TERT, de la télomérase, avoir une stabilisation de la longueur du télomère et également même un allongement de télomère avec une réponse hématopoïétique et hématologique qui a été observée chez ces malades qui en fait, tous ces malades, ils avaient un problème d'anémie aplasique sévère. Donc voilà. Je ne vais pas parler de cancer parce que c'est encore différent, mais c'est vrai que dans les cancers, il y a d'autres aspects au niveau des télomères. Donc, les télomères sont déstabilisés dans les cancers, mais c'est un autre sujet assez vaste.